Bonjour, mon nom est Micheline Barrette, je suis présidente secrétaire de la Fondation Legs de nos aïeux de Rimini et première cofondatrice. J'ai été le maître de cérémonie euh, tout au long de cette palpitante soirée qui avait eu lieu le 31 octobre 2024. C'était avec un immense plaisir qu'on souhaitait la bienvenue à tous les participants à cette soirée, le membre du public. C'était une première pour nous, soirée conférence dans le cadre des Jeudis de l'Histoire, une activité qui est organisée depuis plusieurs années par la Société d'Histoire du Témiscamingue. Donc, on a fait un travail de collaboration. Ce soir-là, il y avait eu des problèmes techniques très importants et donc on n'avait pas pu vous montrer l'intégrale vidéo de cette soirée. Donc, c'est ici que je vous présente en différé l'information qui avait été transmise lors de cette soirée. Donc, en premier lieu, vous aurez le diaporama avec mes commentaires et un petit peu plus loin, les témoignages en audio seulement avec des photos pour appuyer les visages. Donc, en audio, les témoignages des personnes qui étaient venues cette soirée-là. Donc, on avait fait, bien sûr, des rappels pour les consignes de sécurité ce soir-là. Et c'était le 31 octobre 2024, comme je l'ai dit. Donc, suivant les allocutions des partenaires et des collaborateurs dans l'organisation, eh bien, on avait entendu donc le récit historique basé sur les documents qu'on a consultés, la recherche historique qu'on a fait à propos des vols successifs qui s'étaient produits à Rimini à la fin des années 60 et au début des années 70. Donc, après la présentation diaporama, il y avait eu une entracte et c'est par la suite que les témoins étaient venus à tour de rôle présenter leur témoignage, dont un membre de la descendance de Monsieur Viateur Roy, Monsieur Richard Roy, qui est un survivant du hold-up qui était survenu au mois d'août 1969. Donc, il était parti de Elliott Lake en Ontario pour venir nous raconter comment il avait vécu personnellement cet événement dramatique à l'époque. Il avait 6 ans. Et enfin, il y a eu une période de questions brève à la fin de la soirée. Donc, comme je le mentionnais tantôt, cette soirée qui avait eu lieu aurait pas pu voir le jour sans l'importante contribution de l'appui de la municipalité de Rimini dans les objectifs et la mission de la Fondation. Donc, Madame la mairesse était venue faire une allocution, laquelle vous n'entendrez pas sur cette présentation, puisqu'elle n'a pas été captée en audio. Et puis, il y a aussi, bien sûr, l'organisme La Fabrique de Rimini, qui a permis à la Fondation de faire usage de leur lieu de culte pour la conduite de cette activité. Et à cet égard, au nom de la Flore, on avait remercié donc les membres de la Fabrique et Monsieur le Président à l'époque, Monsieur Jocelyn Elwin, était venu également faire une allocution euh, lors de cette soirée et malheureusement, cette allocution n'a pas été captée non plus. Et donc, le partenaire clé pour ce jeudi de l'histoire est rendu possible, bien sûr, grâce à la Société d'histoire du Témiscamingue. Donc, moi, j'étais allée à la rencontre de Madame Cécile Herbet à l'été 2024 pour lui parler de notre nouvel organisme, pour discuter de comment nous pouvions collaborer ensemble pour faire valoir le patrimoine de Rimini. Et elle m'a alors parlé de cet événement qui existe depuis 1998 et qui consiste à organiser des soirées-conférences avec des conférenciers de la région pour raconter à propos d'une personne exceptionnelle ou d'un événement ayant marqué le Témiscamingue. C'est donc dans le cadre de leur événement Jeudi de l'histoire que nous étions là le 31 octobre dernier pour parler de l'histoire de Rimini et particulièrement de l'histoire des vols successifs qui ont eu lieu dans les années 60. Alors, on avait remercié Madame Herbet pour cette invitation et c'était avec un plaisir
qu'on avait profité de cette si belle collaboration. On a souhaité également les meilleurs vœux à la Société d'histoire pour leur 75e anniversaire de constitution. Donc, nous, la Fondation, sommes à peine un an d'existence à ce moment-là. Donc, c'est bien sûr avec honneur qu'on a pu collaborer ensemble avec la Société d'histoire et un grand merci à Madame Herbet à cet effet. Et donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les documents historiques sur lesquels s'appuie euh, la recherche qu'on a fait et puis le récit qu'on va vous raconter. À cette soirée du 31 octobre, c'était Monsieur Maxime Aumont, qui est membre du conseil administratif de la Société d'histoire du Témiscamingue, volet éducation. Il était aussi enseignant en histoire à l'école Marcel Raymond et donc c'est lui qui avait fait la présentation de ce diaporama. Malheureusement, cette présentation n'a pas été captée en audio non plus, donc c'est pourquoi c'est moi-même qui va vous faire la présentation. Les événements dont on va traiter dans le cadre de ce diaporama et de la vidéo avec les témoignages, il s'agit des vols successifs qui sont survenus dans les années, à la fin des années 60, début 70, à la Caisse populaire de Rimini. Et le protagoniste principal dans le cadre de ce Jeudi de l'histoire à Rimini, il s'agit du gérant de la Caisse populaire à l'époque, Monsieur Viateur Roy. Donc, on va vous dresser un portrait très bref sur le contexte de la Caisse populaire de Rimini, son ouverture, les membres et les gérants successifs. Et puis ensuite, on va aller directement dans le feu de l'action. La Caisse populaire de Rimini, qui est une succursale, bien sûr, de la Caisse Desjardins, ouvre ses portes le 17 novembre 1946. Donc, il y a à l'époque, 2 ans plus tard, en 48, 130 membres sociétaires qui possèdent des actifs de 18 847 98, soit l'équivalent environ de 200 000 aujourd'hui, ce qui est pas rien pour un petit village qui comptait 600 habitants environ dans ces années-là. Puis, en 1966, le nombre de sociétaires se chiffrait à 325 et l'actif était de 83 862,11 $, soit l'équivalent, selon Maxime Aumont, de 890 000 $ aujourd'hui. Il y a eu plusieurs gérants de caisse qui se sont succédés. Donc, en 46, on a eu M. Paul-Émile Forget. En 1950, Bernard Lajeunesse. En 1954, Jean-Guy Roy, qui était le fils de Viateur Roy et époux de Lise Comtois et père de Richard Roy. En 1956, M. Auguste Gingras. En fait, tout le monde dit que c'était Claire Lamontagne, son épouse, qui tenait la caisse. En 1963, M. Viateur Roy entre comme gérant. Par la suite, suite à son décès, c'est Réal Lajoie en 1971. Ensuite, on a eu Madeleine Aumont en 1981, Denise Plourde en 1989, Huguette Thouin en 1993 et dans les années 2000, on a fait fusion Caisse populaire des Jardins du Nord-Ouest du Témiscamingue. Donc, les gérants n'étaient plus basés à Rimini, mais bien à la Caisse populaire des Jardins du Nord-Ouest du Témiscamingue. Donc, on a eu des tenancières de caisse entre les années 2000 et 2018. Lise Côté, Jocelyne Savignac en tant qu'agente de service aux membres. Donc, qui était Monsieur Roy? Donc, c'est bien évident que Monsieur Roy est arrivé sans savoir du tout à ce moment-là
qui seraient confrontés aux événements qui vont suivre dans cette présentation. Mais pour vous faire dresser un bref portrait de lui, Monsieur Viateur Roy, pour les 3 vols successifs, était le gérant. Donc, de 1968 à 1970, il y a eu 3 vols. Donc, en 68, en 69 et en 70. Puis, le vol avorté, c'était Monsieur Réal Lajoie, qui était alors gérant. Et la caisse, effectivement, le local de caisse avait déménagé, n'était plus directement attaché à l'habitation de son gérant, mais plutôt localisé dans une pièce à l'intérieur du bâtiment de l'école de Rimini. Donc voici une photo d'archive où l'on voit la famille de Viateur Roy et de Flore Gadouri, son épouse, leurs enfants Marcel, Marielle, Jean-Guy et Bertrand. Donc, ce qu'il faut savoir du contexte historique de l'époque, c'est qu'au début des années 30, le gouvernement du Québec se rend compte que beaucoup d'habitants sont sans emploi. La crise économique fait monter le taux de chômage et c'est en ville que le taux de chômage est le plus élevé. Alors, devant cette crise, le gouvernement avait décidé qu'il faudrait aider la population, mettre en place le plan Gordon, qui est une politique pour faire diminuer le taux de chômage dans les villes. Ce plan vise à faire un retour à la terre et donne à chaque colon 600 dollars pour permettre à ceux qui correspondent aux critères qu'il a mis en place de pouvoir aller s'installer dans les régions. Ensuite, en 1934, le gouvernement remplace le plan Gordon par le plan Vautrin. Ce plan Vautrin s'adresse à un plus grand nombre de gens, dit-on, et a permis la création de nouvelles paroisses comme Roulier en 1932, Rémini en 1935 et La Force en 1938. Monsieur Viateur Roy, né en 1908, serait arrivé à Rémini en 1938. Donc, il ferait donc partie des premières vagues de colons qui arrivèrent à Rémini. Il arrivait du comté de Joliette, plus spécifiquement de Saint-Jean-de-Matha, comme beaucoup d'autres pionniers qui étaient arrivés à la même époque. Le premier vol s'est déroulé en 1968. Par contre, on n'a pas beaucoup d'appui documentaire pour celui-là. On sait par ailleurs que une personne fut inculpée pour ce vol et il avait été déterminé qu'il était un employé de la compagnie Hydro-Québec. Donc, on voit ici l'image de Viateur Roy et Flore Gadouri à peu près à l'époque où sont survenus ces vols à la fin 60 et début 70. Et puisqu'on parle d'employés d'Hydro-Québec qui auraient été inculpés pour le premier vol, euh, dans les écrits, on mentionne aussi des témoignages de personnes de Rimini qui auraient vu le véhicule d'Hydro-Québec circuler dans le village. Donc, je vous montrais une image d'archive ici là de Hydro-Québec, de quoi avait l'air un véhicule de 1965 de la compagnie. Voici que survient le deuxième vol. Donc, je vais vous citer l'extrait du journal La Frontière du 19 août 1969. Le grand titre de l'article est intitulé Bandits mortellement blessés disparus. Je poursuis la citation du journal. Vers 2h45, dans la nuit du samedi 16 et dimanche 17 août, le petit village de Rimini fut témoin d'un vol à main armée pour le moins insolite. Selon les témoignages de M. Viateur Roy, gérant de la Caisse populaire de Rimini, celui-ci dormait d'un sommeil paisible lorsqu'il entendit un bruit de vitres brisées et des coups sourds provenant de l'arrière de son domicile, le 801 rue principale à Rimini. Ne perdant pas un instant, il prit sa carabine 303, s'approcha jusqu'à l'encadrure de sa porte de chambre, aperçut 3 bandits masqués et armés. Sans hésiter, il tira sur le premier. Celui-ci gravement atteint d'une balle à l'abdomen, le bandit s'écroula,
tandis que ses deux compères se réfugiaient dans une autre pièce, en tirant dans la direction du gérant. C'est alors que M. Viator, habitué de coucher seul depuis l'hospitalisation de son épouse, réalisa qu'il n'était pas seul. Son fils Jean-Guy, 37 ans, l'épouse de celui-ci, 35 ans, et leur fils Richard, 5 ans, en visite d'Elliott Lake en Ontario, dormaient dans la pièce où s'étaient réfugiés les bandits. Devant la menace pesant sur les siens, M. Roy lâcha son arme. « T'as tué mon chum, Moncre! » Alors que le blessé gisait gravement atteint, les deux complices se firent conduire au coffre-fort, le firent ouvrir et vider, sous les yeux affolés du fils et de son épouse. Une somme de 6 476 $ en main, les bandits, après avoir hésité sur le sort à faire au gérant, battirent la retraite tout en traînant leurs complices par les jambes jusqu'à une automobile qui attendait, moteur au ralenti, leur retour. M. Roy rapporte qu'il a échappé de justesse à la mort. L'un des bandits, voyant que son compagnon blessé était très mal en point, aurait voulu le venger en blessant ou peut-être bien en tuant le gérant. Le bandit fut arrêté dans son geste par les supplications du fils du gérant et par l'explication de son complice. « Ça a été fait dans panique, viens-t'en. » M. Roy s'était par ailleurs écroulé par terre, le cœur affaibli par tant d'émotions. Il se souvient toutefois très bien des paroles de l'assaillant. « T'as tué mon chum, mon con. » Alors, ceci était le récit tel qu'écrit dans l'article de La Frontière de l'époque. Toujours selon les sources du journal La Frontière que nous avons, depuis le vol du 17 août 1969, les bandits se sont volatilisés avec leur butin. Une gigantesque battue, effectuée avec des volontaires du village, n'a pas donné de résultat. Les policiers ont cependant découvert une foule d'indices qui leur permettront, semble-t-il, d'amener à l'arrestation des malfaiteurs. C'est la deuxième fois en moins d'1 an que la Caisse populaire de Rimini est visitée par les voleurs. Un premier vol eut lieu au début de décembre 1968. Dans le grand titre du journal La Frontière, on cite « On soupçonnerait les employés de l'Hydro-Québec ». Le vol ressemblerait étrangement à d'autres commis dans la région. Une foule d'indices. Selon le caporal Jacques Ringuette de la Sûreté du Québec à Rouyn-Noranda, certains détails dans la description des bandits et dans leur façon de travailler font penser qu'il s'agit là d'un parmi toute une série de vols qui auraient été commis par les mêmes bandits. Le caporal Ringuette a révélé aux journalistes qu'un camion de la compagnie Le Téléphone du Nord incorporé aurait été volé dans le but d'utiliser les outils du camion pour faciliter le vol. Toutefois, les outils ont été retrouvés près du village de Rimini avant le vol à la Caisse populaire. Quant au camion, il a été retrouvé dans la partie ouest de Rouen. De plus, il semble que les voleurs soient très familiers avec les techniques électriques. Ils ont en effet coupé les fils de téléphone à quelques milles du village de Rimini, obligeant les témoins du vol à parcourir plusieurs milles jusqu'à Guérin pour pouvoir appeler la police. Il est même probable que les voleurs soient des employés de l'Hydro-Québec. La possibilité que des gens près de l'Hydro-Québec soient parmi les auteurs du vol est d'autant plus probable que la Caisse populaire a déjà été volée en décembre 1968 et qu'un employé de l'Hydro a été inculpé pour ce vol. Voilà l'extrait des journaux de l'époque. Donc, comme il a été mentionné précédemment dans le cadre du deuxième vol, Monsieur Viateur Roy était seul avec son fils, sa bru et son petit-fils, puisque son épouse, Flore Gadouri, était hospitalisée à Rouyn-Noranda. Elle souffrait du cancer et elle était en phase terminale. C'est pourquoi la famille Roy et Richard s'étaient rendus à Rimini. C'était disperser les membres de la famille parmi les habitations des membres de la famille à Rimini. Et c'est un hasard que Jean-Guy, son épouse Lise Comtois et leur fils Richard de 6 ans. Dans le récit de La Frontière, on parle que Richard avait 5 ans. Donc, c'est une erreur qu'on a validée avec Richard lui-même.
Et donc, malheureusement, Madame Gadouri est décédée à peine 9 jours après justement ce deuxième vol. Donc, elle était vraiment très malade et c'est ce qui expliquait pourquoi la famille se retrouvait dans la maison lors du deuxième vol par infraction et ainsi que le fait que Monsieur Roy dormait seul cette nuit-là dans son lit. Donc ici, on peut voir à droite de la diapositive la photo avec les enfants. Donc la flèche bleue qui pointe vers le petit là, coquin qui sourit, ça c'est Richard. Donc c'était pas clair pour lui l'âge qu'il avait sur cette photo, mais à regarder les autres enfants, lui en relation avec eux, on peut imaginer qu'il y avait peut-être entre 4 et 6 ans là, sur cette image, là, selon comment on voit les choses. Et puis à la gauche, on voit Jean-Guy Roy, c'était son papa, donc le fils de Viateur Roy, celui qui a été victime des 3 vols. Donc ici, c'est le dessin dont je vous parlais précédemment. Donc, vous voyez, disons, imaginez que c'est un plan aérien d'un duplex. Donc, à la gauche se trouve la portion qui avait été allouée à l'espace de la Caisse populaire avec la porte au bas de l'image à gauche, la porte qui ouvre sur la rue principale. Vous voyez à droite, si c'est un duplex en vol aérien, toujours à droite, la maison, l'habitation familiale de Monsieur Viateur-Roy. Donc, à l'avant, du côté de la rue principale, le salon, et puis avec une chambre à coucher qui était la sienne et celle de son épouse. Mais ce soir-là, des événements, il était seul parce que son épouse était, comme on l'a dit, à l'hôpital. Il y avait un muret qui séparait cette chambre de l'autre chambre à coucher et de la cuisine, une espèce de demi-muret. Et c'est ce qui a permis probablement Monsieur Viateur-Roy d'être moyennement protégé par les tirs de riposte par les bandits. Et donc, en haut, vous voyez la chambre à coucher qui est dessinée en plan aérien, donc où on voit un lit avec 2 oreillers, un lit double un peu. Donc, les parents étaient couchés dans ce lit. Et au sol, au pied en bas, au- comme si c'était au pied de ce lit, un petit matelas sur lequel Richard témoigne avoir passé la nuit. Et donc, il était là quand les bandits ont entré dans la pièce pour se réfugier contre les tirs. Troisième vol à la caisse. Nous sommes le 4 septembre 1970. Toujours une citation de l'article de la Frontière. Deux cagoulards armés de revolvers et de carabines tronçonnées ont rendu visite à la Caisse populaire de Rimini, au 1298 chemin de l'Église, en fin d'avant-midi le 4 septembre, et y ont fait un retrait forcé de 8 069 $ en argent liquide. C'est la troisième fois que cette caisse est dévalisée depuis 2 ans. Il y a environ un an, le vol à main armée qui s'est produit à cet endroit tournait au tragique, alors que l'un des voleurs était atteint d'une balle de carabine de fort calibre tirée par le gérant. L'homme abattu fut recueilli par son compagnon et depuis, on est sans nouvelles de lui. La police a entrepris des recherches, procédant au cours de la fin de semaine au blocage des routes de la région. Les auteurs du vol ayant pris la fuite à bord d'une auto de marque Chrysler couleur verte des années 61-62 ou possiblement 65, dont le numéro de licence est le suivant: 4T-4296. Depuis, aucun développement de l'affaire n'est intervenu.
mais la sûreté est sur une piste. Les gens qui auraient aperçu cette auto sont priés d'appeler la Sûreté du Québec. Fin de la citation. Juste une petite parenthèse sur les montants qui ont été volés. Certaines personnes ont trouvé que c'était pas des gros montants. Évidemment, il faut se remettre dans le contexte économique. En 1970, quand on recherche sur le taux horaire minimum, là, parce qu'on ici c'est indiqué salaire minimum, on parlait pas de salaire minimum à l'époque, bien sûr, mais la moyenne du taux horaire minimum chez les travailleurs était de 1,38 dollars de l'heure. Donc, pour un travail à 40 heures semaine sur 52 semaines, un salaire annuel correspond à 2870 dollars. Donc, un montant de 6476 dollars qui est volé, c'est quand même l'équivalent là, d'une demi-année de salaire moyen bas. Même chose pour le deuxième montant qui a été volé en 70, ben ça équivaut à 2,8 années, pratiquement 3 années de travail. Donc, c'était quand même des assez bons montants pour les voleurs là, de partir avec cet argent. Donc, en 3 ans, il y a eu 3 vols à main armée à la Caisse populaire de Rimini, ce qui a forcé soit le gérant lui-même ou les dirigeants de la Caisse populaire à l'époque, c'est pas très bien documenté à ce niveau-là, à installer une vitre par balle. Donc, comme on vous disait, le local qui faisait œuvre de Caisse populaire avait été relocalisé dans le bâtiment de l'école. Et puis, quand la quatrième tentative de vol à main armée est survenue, le gérant de la caisse a simplement baissé la vitre protectrice. Cela a découragé les voleurs. Et puis, euh, par ailleurs, le gérant, ce n'était plus Monsieur Roy, parce que malheureusement, Monsieur Roy est décédé peu de temps après le troisième vol qui avait eu lieu le 4 septembre 70. Monsieur Roy est décédé au mois de mai 1971. Donc, le gérant pour ce quatrième vol avorté, c'était Monsieur Réal Lajoie. Donc, nous sommes maintenant rendus au segment des témoignages que nous avions eus durant cette soirée. Donc, vous allez entendre un premier témoignage d'un survivant, donc le survivant du deuxième vol, c'est-à-dire celui où Monsieur Jean-Guy Roy, son épouse Lise Comtois et leur enfant Richard Roy, qui avait 6 ans à l'époque, se trouvaient dans la maison de Viateur Roy, le grand-père de Richard. Donc, ce témoignage revêt un caractère assez troublant. Donc, j'en profite ici pour vous rappeler que cette vidéo n'est pas pour un auditoire pour les enfants et aussi donc pour les oreilles plus sensibles. C'est possible que certains des propos soient troublants. Et ensuite, vous allez avoir les cousines de Richard Roy, Suzanne Roy, Micheline Richard, Carole Richard. Et ensuite, il y aura Alice Gilbert qui, elle, a été une locataire dans le duplex de Monsieur Viateur Roy et qui a continué, disons, à entretenir certains liens de fratrie, là, comme tous les membres du village. Et enfin, lors de la période de questions, Madame Lise Barrette s'était avancée pour faire un témoignage spontané. Donc voilà, je vous souhaite une bonne écoute et merci encore une fois pour votre intérêt envers le patrimoine immatériel de Rimini. Je vais mettre le micro le plus proche de vous possible pour qu'il vous entende. Vous pouvez le tenir en même temps? Parfait. Donc, commencez par nous décrire les lieux. Mon nom, c'est Richard Roy, petit-fils de Viateur Roy et Flore, ma grand-mère. Anyway, j'étais là au deuxième vol. J'étais tout petit, je m'en rappelle comme c'était hier. Et puis, ça ici, c'était la bâtisse là-bas qui était pas tombée en morceaux, là.
C'était la maison à mon grand-père. Et puis l'autre bord du mur, c'était la caisse. Il y avait la porte en avant pour rentrer dans la caisse. Puis il y avait la porte en avant pour rentrer dans la maison chez mes grands-parents. Cette soirée-là, quand c'est arrivé, mon grand-père était couché dans cette chambre ici. Moi et mes parents sont accouchés dans le lit ici. Puis moi, j'étais couché au pied du lit ici, à terre. Puis anyway, à 2 h du matin, je ne sais pas exactement quelle heure, anyway, ils ont parqué leur voiture ici sur le bord de la caisse. Puis ils ont rentré ici en arrière, puis ils ont défoncé. Puis quand ils ont défoncé la porte, ça a fait bien du bruit. Ça a réveillé mon grand-père, puis il a loadé sa carabine, je crevais. Mais mon père, lui, il était couché ici avec ma mère. Puis quand ils ont défoncé, moi, ça m'a réveillé ici, puis j'ai regardé ici. Tu sais, comme, c'est quoi ça, ce bruit-là? Puis mon père, lui, il criait, hey, hey, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Puis là, anyway, le premier gars qui est rentré, bang, mon grand-père l'a tiré de la chambre, ça. Boum, lui, il a tombé là. Puis moi, j'étais debout, puis tu sais, comme boum, le gars est tombé, mes oreilles sidac, c'est 303 dans la maison, là, c'était fort. Puis anyway, là, quand mon père criait, hey, hey, qu'est-ce que c'est ça? Les 2 autres bandits, bang, ils ont couru tout de suite dessus le son de mon père, tu sais. Et puis, anyway, il y en a un avec il y avait un 12 coupé, là, sort shotgun. Puis anyway, il a dit à mon père, toi, reste couché à terre, dans le lit, tu sais. Puis il y avait le 12 sur l'estomac. Grouille pas, toi. Là, il y a l'autre qui a pogné ma mère par les cheveux, puis il a mis le revolver à la tête. Puis il l'a emmené ici, sur le bord du mur. Puis moi, j'étais encore debout là. Anyway, il a dit, dis à celui qui tire d'arrêter de tirer. Ben, j'ai manqué une affaire. Quand ils ont couru dans la chambre, là, sur la voie à mon père, ils ont tiré sur mon grand-père. Ben, ils l'ont pas frappé, tu sais, les balles ont frappé dans le mur. Ben, anyway, en tirant, ils ont couru, puis c'est là qu'ils ont dit à mon père de rester couché. Ils ont pris ma mère par les cheveux. Puis ils ont dit, celui qui tire, dit d'arrêter de tirer. Puis là, mon grand-père, il a garoché à 303 dans le milieu de la chambre, ça. Puis là, il a sorti, puis là, il l'a agrafé. Puis là, c'était le hold-up. Ils l'ont amené dans la caisse sur le bord. Là, mon grand-père, il a dit, le safe, il rouvre automatiquement à 9 h quand la banque rouvre. Tu sais, j'ai pas de contrôle de ça. Là, ils ont donné des claques en arrière de la tête. Il a tout voulu qu'on y aille, tu sais, on a tout suivi avec ils nous ont tout amené là. Puis anyway, ils ont donné des claques en arrière de la tête. Hey, on était ici quelques mois passés, rouvre le safe. On sait que c'est toi qui le rouvre. Là, ben, anyway, là, mon grand-père, il était pris du cœur, et puis il avait bien de la misère, suant, puis il avait de la misère à ouvrir le safe. Puis là, ils ont dit à ma mère de prendre des towels, des serviettes, ouais, les mouillés frais, et puis tremper mon grand-père, tu sais. Ma mère, elle était toute nerveuse, et puis moi, je suivais ma mère tout partout qu'elle allait là, mais moi, je la suivais. Puis anyway, elle avait une grosse débarbouillette, whatever, toute trempe, puis elle l'a garoché aux bandits, tu sais, pour qu'ils peuvent essuyer mon père, puis elle l'a pogné direct dans la face. Ma mère, elle a dit par après, je pensais qu'il me tirait direct là. Anyway, là, ils ont volé à la caisse, tu sais, comme ils ont pris, je pensais, moi, c'était 6 000, mais toi, t'as dit, je pensais que c'était 8 000, mais t'as dit 6 000. Anyway, ils ont pris l'argent. Là, il y avait un petit banc ici. On était tous assis sur le petit banc. Puis mon grand-père, je t'assure, il était pour avoir une attaque de cœur. Puis mon père, il essayait d'y parler, tu sais. Ben, anyway, un des bandits a mis l'argent dans le char. Puis il est revenu, puis il a ramassé le corps mort, puis il l'a traîné dans le char, je crevais, seul, à cause que l'autre, il nous watchait ici. Et puis l'autre, c'est là, il donnait des coups de revolver, whatever, qu'il avait dans les mains, son gun, dans le front à mon grand-père, puis il disait, c'est toi, là, excusez mon langage, c'est toi, mon Christ, là, c'est toi qui as tiré mon chum. Puis là, ben, c'est nous autres, on passe à tout, tiens, that's it. Mon grand-père, il est fait, tu sais. Ben oui, là, l'autre est revenu, puis il a couru dans la porte, puis il a crié, hey, hey! Tu sais, on est assis dans la marde, là, comme ça, là, let's go! Puis là, anyway, il a dit,
motarwaire, toi, mon Christ, tu sais. Et anyway, là, ils ont parti. Et puis, ils ont dit, personne sort de la bâtisse, de la caisse, tu sais, donnez-nous au moins 15-20 minutes avant de sortir, parce qu'on va tirer sur vous autres. Ils sont même pas partis du driveway, mon père était sorti de la porte, t'es sur le perron, êtes-vous partis, là? Et puis, oui, ma mère, elle dit, rentre dans la maison, Jean-Guy, tu sais, ça n'a pas de bon sens, ils ont dit de pas aller dehors. Et là, ils sont pas partis. Puis là, ils essayaient d'appeler les polices, mais comme la chose disait tout à l'heure, ils ont coupé les lignes téléphone en rentrant. Ça, il n'y avait pas de téléphone, il n'y a rien. On a couru l'autre bord, il y avait un magasin général, là. Puis là, eux autres, ils ont pris soin de moi, ma mère, et puis je pense pas que mon grand-père, il a drivé. Je pense que c'était le gérant du magasin général, et puis mon père, qui ont été à Guérin ou quelque chose pour appeler les polices. Là, les polices sont venus, ils ont fait l'investigation. Ils ont fait toute une investigation. Je me rappelle bien, il y avait des trous dans le mur d'où les autres ils ont tiré sur mon grand-père en rentrant. Il y avait un trou dans le mur, je me rappelle bien, puis ils ont regardé l'autre bord sur le perron, puis la balle n'avait pas passé au travers du. Tu sais, elle était à quelque part dans le mur. Ils ont dit, ah, ben la balle n'a pas passé. Ben, comment, tu sais, comme. Tu trouves la balle, je ne sais pas tout bien à ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui, des balistiques, tu sais, comme le gun qui a été usé. Mais anyway, c'est à peu près tout ce que je peux vous conter de ça, là, comme ça c'est arrivé. Ils ont rentré par la porte en arrière, et puis il y en a un qui est mort, puis à parapluie, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, Carole Micheline. Oui. Ils ont donné un petit gun à papa après, qui fitait dans sa main. À cause s'il aurait eu ça cette soirée-là, il aurait sorti, puis bang, bang, il aurait tiré les deux autres. Tu sais, après qu'il a jeté sa carabine, ils ont donné ça pour protéger la banque. Ça fitait direct dans sa main, puis ça paraissait même pas. Vous ne vous rappelez pas de ça? J'aimerais donc avoir ça, petit gars. Ça, c'était dans le contexte parce que vous vous rappelez, je vous demandais, tu sais, aujourd'hui, il y aurait eu quelqu'un d'abattu, peu importe si c'était légitime défense, dans leur cas, bien sûr, il y aurait eu une enquête. Mais c'est ça, vous dites, il n'y a pas eu d'enquête du tout. Je pense pas qu'il y en a eu une enquête, je n'ai jamais entendu parler, moi, anyway, ils ont donné comme pas une médaille, mais un gun. Un petit gun, comme prochaine fois, là, tire-les toutes. Dans ce temps-là, hein. Mais puis, tu sais... Tu te rappelles pas de ça? Je me rappelle. Non. Mais moi, ce qui me frappait quand vous avez parlé de ça, c'est que je me suis dit, hey, quelles conditions pitoyables de travail pour le gérant doit lui-même protéger sa famille parce que la caisse était à même son habitation. Fallait qu'il protège l'argent des membres de la caisse. Fallait qu'il assure sa propre sécurité. Oui. Aucune protection. C'était des conditions pitoyables d'être gérant comme ça. C'est un stress incroyable qu'il a dû vivre. Il était exceptionnel, notre grand-père. Puis tout à l'heure, tu as dit, ma grand-mère était là. Ma grand-mère était mourante à Rouen. Elle était mourante du cancer. Elle n'était pas là, elle. Elle était mourante et puis, effectivement, elle est décédée 9 jours après ce vol. On était montés à Rémigny, nous autres, pour venir voir grand-maman parce qu'elle était mourante. C'est ça. Puis vous nous racontiez, vous étiez tous dispatchés dans les familles de Rémigny, là, les gens qui venaient pour veiller votre grand-mère, vous étiez dispatchés. C'est un pur hasard que c'est vous, avec vos parents, qui étaient chez votre grand-père ce soir-là, parce qu'il y en avait chez Marielle, il y en avait chez Pancrète. Les autres sont tous plus vieux, puis ils ont été avoir du fun. Moi, il fallait que je reste avec mes parents. C'était trop tannant. Quand vous nous avez parlé la première fois, on vous demandait comment vous vous ressentiez quand vous étiez là, à ce moment-là, en tant que petit enfant de 6 ans. Ouais, j'ai eu peur longtemps, on m'a dit. J'ai pissé au lit, je connais avec 12 ans. Je sais pas si c'est pour ça, mais oui, j'ai eu peur. Il y avait une vitre au-dessus de mon lit, back à Lake, là. Je dormais pas là, moi j'ai changé de lit avec Ghislain, parce qu'on couchait dans la même chambre. J'ai couché dans l'autre, les bandits rentrent, ils vont avoir toi, pas moi. Ah oui, j'ai eu peur longtemps. Hey, j'ai watché quand
défoncé. Le premier gars qui est rentré, ben moi, j'étais debout dans la porte, là. Qu'est-ce que c'est ça, tu sais, que mon père, il criait, lui, qu'est-ce que c'est ça, puis moi, j'étais tout petit, puis boum! J'ai vu le gars tomber, il a tombé comme une poche de patate. Puis là, les deux autres ont rentré, puis ils s'en venaient sur moi, là, ben, ils n'ont pas payé attention à moi, d'autres. C'était mes parents, tu sais, comme... Moi, j'étais comme des jambes, tasse-toi, tu sais. Vous étiez accroché aux jambes de votre mère, d'ailleurs. Ah oui, ma mère, elle marchait, mais comme j'ai dit, elle était chercher une serviette, là. Ben moi, j'étais après sa honte, puis partout qu'elle allait là, ben moi, j'allais, puis je lâchais pas. Puis je disais, maman, on peut-tu aller à la maison, là, on peut-tu aller à la maison, on me rappelle. Ouais. Puis non, Richard, non. Ouais, hey, c'était quelque chose. Ouais. Puis, j'étais comme marié. Après, dans ce temps-là, on est retourné à la maison. Puis, quand on est retourné à la maison, le monsieur que mon grand-père a tiré, c'était un monsieur Bédard. Et puis, il y avait son frère qui travaillait dans les mines à Elliott Lake. Et puis, là, c'était la panique. Ma mère, toi, tu vas rentrer avant qu'il fasse noir. Puis, monsieur Bédard, son frère, travaillait dans les mines avec mon père. Ça, là, ben, c'était un autre bandit, ça et tout. Tu sais. Ben, c'était pas un bandit, supposément, je sais pas comment longtemps après, là, 1 semaine, 2 semaines après, ben, ce monsieur Bédard-là, il est venu voir mon père, puis il a dit, écoute, mon frère, puis moi, on n'est pas pareil. Mon frère, c'est un bandit, c'est rien que ça qu'il a fait toute sa vie. Moi, je travaille pour mon argent, et puis vous n'avez pas mouru, vous inquiétez, nous autres. Ça, là, elle avait le droit de rentrer quand il faisait noir, puis tout était correct. Ben, ouais. Comme ma mère, elle capotait, là, comme... Elle était inquiète pour votre sécurité. Ben, le frère de celui que notre grand-père a tiré était à Elliott Lake, travaillait dans les mines. Ouais, c'est supposé que ce gars-là était bien correct, et puis... Mais quand même, c'est comme si le stress s'est poursuivi. Ben, ouais, ben, moi, tout là, quand j'ai appris ça, là... OK, il va rentrer avec face noire. Toujours sentir sa vie menacée pendant une longue période comme ça, quand même, c'est intense. Comment tu dis? J'ai dit de sentir toujours sa vie peut-être menacée, tu sais, pendant... Ouais, pour bien longtemps, oui. Pour moi, j'avais 15-16 ans avant que... C'était comme... I get over it. Oui, j'ai oublié. Que vous avez surpassé le stress Moi, ou l'inquiétude. J'ai jamais oublié, par exemple. Je ne me rappelle pas de grand-chose quand j'étais jeune, mais je me rappelle de ça vraiment bien. En tout cas, vous nous le décrivez quasiment minute par minute, seconde par seconde. Vous avez capté beaucoup de détails. Oui, bien, je suis sûr que j'en manque, là. Bien sûr. J'avais rien que 6 ans. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez discuté dans votre famille par après? Pas beaucoup, non. Il en parlait. Ben, c'était comme, je sais pas, aujourd'hui, là, j'aurais du counseling pour des années de temps, tu sais, comme, ça n'a pas de bon sens, pauvre petit bonhomme. Dans ce temps-là, ben, j'étais rien. Là où je t'ai broyé. Mais c'est vrai, justement, on en parlait quand on s'est rencontrés la première fois par Zoom. Dans ce temps-là, dans les fin des années 60, on commençait à parler du stress post-traumatique, mais seulement pour les militaires, et c'était surtout les militaires américains. Au Canada, on ne parlait pas de stress post-traumatique pour les gens normaux qui vivent des événements à caractère traumatisant. Ouais, ben, je ne suis pas normal, moi. Mais c'est vrai que ce qu'il dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y aurait une équipe qui aurait débarqué. À Rimini, il y aurait une équipe d'intervenants qui serait débarquée, qui aurait supporté Jean-Guy, Lise et leur fils, ainsi que votre grand-père Viateur. Et vous diriez, votre grand-père, par la suite, vous l'avez revu quand même plusieurs fois dans votre vie? Pas beaucoup par après, non, à cause qu'on était ici pour ma grand-mère qui était mourante. Puis on est revenu tout de bien une fois ou deux. Et puis lui, il est décédé pas tellement longtemps après. C'est ça. Et puis, non, j'ai pas vu tellement, non. Puis je m'en rappelle pas vraiment non plus tellement. Je me rappelle rien que de cette journée-là. Puis quand il est rentré ici à Rémilly, je savais tout de suite, ça c'est le caïs, et puis je regardais ça, my God, qu'est-ce qui est arrivé là?
Et puis le magasin au côté, le bout de papier me donnait 5-10 cents, là, puis il va t'acheter des bonbons, puis le magasin général au bord de la rue, puis la bourgerie, vous appeliez, là, il y avait une table de pour. Tout le monde allait jouer au pour là. Ça aurait été le restaurant chez Lépine, n'est-ce pas? Et comment ils disent ça? Le restaurant chez Lépine. Non? Maurice Lépine, c'est ça? Dans le temps, c'était le... attendez, un à la fois. Nicole? C'était le temps de Réal Lavoie. Le bureau parlait que c'était fini avant. Oui, c'est ça. Moi, je me souviens qu'il y avait un restaurant Lépine, puis il y avait une table de poule. Il y avait une table de poule, puis vous autres, vous jouiez tout au bord. Bon, alors, Suzanne, enfin... Il y avait une table de poule, puis vous autres, vous jouiez tout au poids. Moi, j'étais tout petit. Colette, t'es plus petite que moi. Donc là, on va faire... est-ce qu'on est prêt à faire une petite pause? Y avait-il d'autres choses que vous vouliez nous partager? Non, j'ai hâte d'aller m'asseoir là-bas, là. OK. Donc, à 8h30, j'avais rendez-vous avec Suzanne, qui est à Sherbrooke, pour faire un Zoom avec elle. Donc, on va juste prendre une petite pause, le temps que je me branche avec elle. Puis, vous pourrez revenir, puis on va l'interviewer elle. Et ensuite, on va avoir Colette, on va avoir Micheline, qui va venir nous partager leur témoignage aussi. Donc, ça vous va? Fin. Non, pour moi, je vous entends. Bon. Je ne vous vois plus, là, mais je vous entends. OK, je vais voir si je peux remettre. Pourquoi est-ce que vous ne me voyez plus? Ah, pourtant, ma caméra est à on. Oui, là, je vois votre photo. Puis là, Ah, là, je vous vois. OK. C'est parfait. Là, je vous vois bien. alors, Bon. il y a beaucoup de personnes ici, là. Je vais juste essayer de voir si vous êtes capable de voir tout le monde. J'ai vu tantôt, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. Oui, hey, c'est bien. Alors, les gens sont ici pour honorer la famille Roy ce soir. Et puis, on vient d'entendre le témoignage de Richard. Ça a été très émouvant. Maintenant, on veut entendre le vôtre. Qu'est-ce que vous auriez à partager en lien avec votre grand-père et tous ces événements qui sont arrivés à votre famille? Bon, moi, comme je l'ai déjà dit, mon grand-père, c'est un bon vivant. C'est une personne stable, une personne active. Et puis, c'est certain, depuis ces événements-là, c'est certain que c'est arrivé aussi avec le temps que ma grand-mère Roy était très malade. Elle était décédée lorsque elle était à l'hôpital, je crois, lorsque l'événement le plus important, lorsqu'il y a eu le mort d'homme. Et puis après ça, je peux vous dire que mon grand-père Roy a changé. Selon moi, là, il était moins taquin, là, puis il avait peur. Il avait vraiment peur là, après cet événement-là. Fait que ça, c'est certain que c'est ce que je me souviens un peu. Bon, avant l'événement, on allait toujours chez nos grands-parents Roy, nous, après la messe le dimanche, et puis c'était toujours très plaisant. Nous avions des gens dessous, on allait chercher les bonbons chez Mme Barrette et ma mère. C'était toujours très convivial, si vous voulez. Là. Puis après l'événement, c'était différent. C'est vrai qu'il était plus âgé, ma grand-mère avait décédé, il était malade, et il était vraiment différent, il était plus. C'est ça. Vous autres, ce que vous pouvez dire, là? Mm-hmm. Ben c'est ça, donc ça a eu, il y a eu un avant et un après, si je comprends bien, là. Oui. Avant, je me souviens quand j'étais à la caisse populaire dans sa maison, je me suis fait regarder chez mon grand-père à certaines reprises, chez mes grands-parents, puis moi j'aimais beaucoup ça aller là, parce qu'il m'amenait à la caisse,
à la caisse, tu aurais aidé à balancer, par exemple, tu sais. Et puis là, j'étais très impressionnée par la machine à calculer à l'humain, là. Fait qu'il me donnait des lignes de chèques, là, puis je les calculais, là. Je les calculais, puis là, des fois, il manquait juste 5 cents, 25 cents, puis il disait, là, faut que tu vas le trouver, 25 cents. Je disais, voyons, papa, je fais juste j'ai jamais le fait. Comment ça fait 25 cents, on ne le trouve pas? Non, faut le trouver, 25 cents, là. Il était vraiment, là, puis des fois, là, je m'allais me coucher, là, puis le matin, je lui demandais, est-ce qu'il me trouvait 25 cents? Fallait qu'il balance à tout prix. Fait que ça, je me rappelle de ça. Et je me rappelle aussi que quand elle était à la caisse, quand la caisse était aussi à l'école, moi, j'avais l'impression qu'elle était dans la cafétéria, il était pas loin de la tribune, là. Tu sais, il y avait une tribune à l'école, là. Je me souviens, il était commissaire, lui, mon grand-père, puis à un moment donné, j'avais été, on m'avait chicané, il s'était passé quelque chose dans la cour d'école, puis je me rappelle qu'il y avait Monique Barrette, je sais pas si c'est par exemple avec vous, Monique Barrette, là, qui a déjà été mariée avec Jean Doucette, je sais pas si vous vous souvenez, c'est qui, le oui, ça, oui, on l'a bien connu. Bon, ben, il y avait Monique Barrette, il y avait moi, puis il y avait une autre personne, je me rappelle plus de on était tous les trois finis sur la tribune. Là, je me souviens que c'était à Bourassa, en tout cas, les gens qui sont là, parce que c'était Bourassa, quand elle nous avait chicanés. Et puis là, elle dit à mon grand-père, qui était commissaire dans le temps, puis qui était à la caisse populaire, la caisse était là. Elle dit, regardez vos trois, regardez, vous avez votre petite fille, qui est en pollution, là, puis elle était. Fait que mon grand-père dit, ben voyons donc, les petites filles, c'est gentil, ça. Il dit, non, il dit, ils vont s'excuser, de retourner. En tout cas, il nous avait dit il nous avait dit de nous envoyer dans la cour de récréation, qu'elle n'était pas méchante. Puis là, on était retournés dans la cour de récréation, puis on s'était dit, wow, il est fin, mon grand-père, je suis contente de ça. Je me rappelle de cet événement-là, quand la caisse se fait quand même vers la fin, là. Fait que je me souviens de ça. Mais c'est ça, c'est que. C'est certain que l'événement, probablement que l'événement avait arrivé aussi, c'est arrivé, l'événement qui était un décès. Là. Et, je me souviens de ces deux choses. Quand la caisse était à l'école, puis quand il va avoir 10 à 12 ans, c'est l'événement. Merci beaucoup, Suzanne. C'était vraiment bien gentil de votre part de pouvoir nous partager vos ressentis par rapport à ça. C'était quand même pas des événements banals pour votre famille. Alors, c'est sûr que ça brasse des émotions, tout ça. Là. Oui, il y a autre chose aussi que je me souviens très bien, c'est qu'on a barré peut-être nos portes chez nous cette temps, parce que mon grand-père avait fait une fête, je pense que c'était à Guéret. Il est revenu de cette fête-là, puis il avait dit à papa, écoute, barre tes portes, parce que le père de la personne qui était décédée avait dit, je sais que ton fils, toi, Rémi, hein, puis je sais très bien où est-ce qu'il reste. Tu vas voir, c'est quoi faire mon fils. Fait que, il avait dit ça à mon grand-père comme ça, puis mon grand-père, comme je vous dis, il était nerveux, il était plus. Fait que, ça, il avait dit ça à mon père, là, mon père, ben, écoute, fait qu'on s'est mis à barrer nos portes pendant une semaine ou deux, là. Je me souviens que ça a pas duré longtemps, là, mais, c'est quelque chose quand même, là, que je me souviens de ça, fait que, c'est juste pour vous dire que cet événement-là, ça n'a pas aidé à mon grand-père au roi, c'est vraiment quelque chose, là, il a changé, c'était plus la même personne. Puis il était malade aussi, puis c'est ça. Ça a peut-être même aggravé sa maladie. Moi, c'est ce que je pense, là, parce qu'il y avait. Il disait, quoi demander, il disait souvent, il dit, moi, je suis du cœur, j'ai 2 artères de bloquer, il m'en reste une 3e, là, puis vous allez voir, là. Moi, j'avais peur d'arriver chez mon grand-père, puis qui était mort, le dimanche matin. C'est ça, dans les derniers temps, là, tu sais, parce qu'il me disait souvent qu'il était avec de mourir. Fait que c'est toujours comme une inquiétude qui reste. Oui, c'est ça. Ouais. Y avait-il autre chose que vous vouliez rajouter, Suzanne, avant qu'on passe au témoignage de Micheline? Votre cousine est ici? Oui. Oui. Ben oui, c'est le fun d'avoir. On m'a dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. OK. Merci beaucoup. Une bonne nuit à tous. Micheline, bienvenue. Merci d'être là. Là, vous avez entendu tous les témoignages. J'imagine que ça fait un petit bout de temps que vous n'aviez pas entendu cette histoire-là racontée par Richard. Oh, ça, je ne l'avais pas entendu Richard raconter ça. Parce que moi, je pense que ces histoires-là ont été banalisées. Pour nous autres, mon grand-père, il avait tué un voleur. C'était pas grave. Il n'y avait rien de grave. Moi,
C'est ça que je me souviens de tout. Ce qui était important, c'est qu'on se souvenait que ma tante Lise, elle, peut-être qu'elle aurait peut-être mal à une oreille longtemps. C'est ça, mais à part de tout, c'était pas. Mon grand-père venait dormir chez nous le soir, au fond du rang, avec sa carabine en dessous du lit. Puis nous autres, les enfants, on trouvait que c'était normal. C'était bien correct. C'était pas dangereux. Aujourd'hui, tu verrais quelqu'un dormir chez vous avec une carabine, tu dirais, ben voyons. Mais là, nous autres, chez nous, là, on dormait, ma mère, on dormait, puis mon grand-père avait sa carabine. Fait qu'il ne se sentait pas sécure dans sa maison, fait qu'il venait dormir chez nous. Moi, je me disais, ben, si les voleurs veulent le voir, ils vont venir le chercher à bonne place. Mais lui, il dormait chez nous. Mais moi, je le dis parce que c'était comme banalisé, c'était pas grave, c'était pas dangereux. On se fiait à ce que les adultes nous disaient. C'est ça que j'ajoute là-dedans. Le fait que c'était banalisé. C'était pas. Puis, comme on en discutait l'autre fois, quand vous avez dit ça, moi, ça me reflétait, mais c'était aussi d'analyser le fait qu'un gérant, dans des conditions comme ça, pour protéger doit protéger lui-même sa famille, puis tout le traumatisme, ça aussi, c'était d'analyser, au fond. C'est ce qu'il y avait à vivre, c'était correct, c'était comme ça. Arrange-toi pour survivre à ça. Mais, en tout cas, moi, je me souviens pas que c'était quelque chose de grave. Tuer quelqu'un, c'est quelque chose d'important, ça. Mais là, non, c'était un bandit. Dans ce temps-là, c'était catégorisé. Il y avait les bons, les méchants. L'autre, on était petits, on nous disait, ça, c'est un méchant, c'est un bandit. Grave. C'était pas. Puis, on ne posait pas de questions, nous autres non plus, comme enfants. On nous disait ça. C'était correct. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Il y a aussi Carole. Carole, est-ce que vous vouliez venir partager quelque chose? Aviez-vous quelque chose qui... Oui, pas vraiment. Non. Est-ce que c'est arrivé un samedi? Je me souviens pas si c'est... J'ai pas pris note de la journée. C'est arrivé dans la nuit du 17 août, du 16 au 17 août, donc le 17 au matin à 2h45. Est-ce que c'est un samedi? Je ne sais pas. Parce que moi, je portais à dire... Venez par ici, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende. Ah, ça ne tente pas! C'est intimidant, là, au début, là, mais vous allez l'oublier vite. Non, ce que j'ai à dire, c'est que le lendemain, je me souviens que le dimanche, on allait à la messe. Puis tous les dimanches, après la messe, la famille à mon Bertrand, puis notre famille, on allait chez Pépère et maman. Moi, je dis Pépère et maman parce qu'on l'appelait comme ça. Puis je me souviens qu'on allait là, puis ce fameux dimanche-là, il y avait le trou dans le mur. Puis je me souviens qu'il y avait beaucoup de gens du village qui venaient voir les événements. Fait que je me souviens de ça tout simplement. Puis on va dire comme Chine, c'était banal pour nous autres. Puis c'était notre grand-père, le Pépère, c'était un héros, il a tué un bandit. Il m'a dit, de nos jours, on dirait que c'est un être humain, puis on en fait tout. Mais là, dans notre temps, on était petits. Puis Michel a dit, c'est vrai, je ne me souviens pas, mais c'est vrai que Pépère est venu coucher longtemps à la maison aussi. Bien sûr, rassuré, probablement. Mais c'est la seule chose que je me souviens du lendemain que je trouvais que le monde, les adultes, tu sais, les petits, je regarde les grands qui viennent dans le salon chez Pépère et ma mère, qui regardent ce qui se passe, puis les grands. Puis moi, je me souviens que Pépère parlait, puis il avait l'air d'être enthousiaste. Il n'y avait pas l'air petit. Puis je me souviens, par exemple, que ma tante Lise, elle avait mis on m'avait dit que lui prenait des petites pelules en dessous de son cœur. Je sais que ma tante Lise avait cherché des petites pelules pour que son beau-père me dise. Je me souviens de ces choses-là qui ont été racontées, mais j'en connais pas plus. C'est à peu près tout ce que j'ai raconté. Merci, c'est déjà beaucoup. Moi, j'ai reçu aussi, grâce à Jocelyne, Jocelyne et moi, on s'est partagé la tâche d'interviewer des témoins ou des gens qui avaient eu connaissance de ces événements-là à l'époque. Et il y avait entre autres l'infirmière du temps, donc c'était Pierrette Delaire. Pierrette, elle n'a pas pu venir ce soir parce que sa santé ne lui permet pas, mais elle a accepté qu'on partage son témoignage.
Donc, je vais vous le lire. Donc, elle dit Jérôme Lefebvre est allé chercher l'infirmière en bateau. Elle disait, elle parlait d'elle, là, moi je vous le raconte. Donc, Jérôme Lefebvre est allé chercher l'infirmière en bateau car elle était au chalet pour prendre, avec ses enfants, c'était en plein été évidemment, pour prendre soin de M. Roy. Ils sont allés la chercher en bateau parce qu'elle était au chalet. Dans ce temps-là, le chalet de Pierrette et Roch était ce qu'aujourd'hui on appelle le chemin Laforge, tout au bout du chemin Laforge. Et donc, se promener en bateau la nuit ne la rassurait pas. Elle était contente de voir la lumière au camp de Maria Champagne Lefebvre où ils ont débarqué. Dans son énervement, M. Roy aurait dit « Oh, elle est jamais là quand on a besoin d'elle. » Donc, elle est restée avec lui à peu près 2 heures de temps. Et en arrivant dans la cour de M. Roy, Pierrette avait remarqué les traces de talons où les voleurs avaient traîné, là, comme Richard nous l'a montré, là, quand ils ont sorti leur chum là, vers la voiture. Mais ma tante Pierrette avait remarqué les traces de talons où les voleurs avaient traîné leur chum jusqu'à la voiture. Donc ça, c'est ce qu'elle avait, elle, à partager. Puis aussi, la journée où votre grand-père est décédé, elle avait été appelée aussi, mais cette fois-là, elle était au village, parce que je crois que c'était un jour de semaine. Alors, en réponse à la question, Carole, ça se peut très bien que c'était un samedi. Et puis ça expliquait aussi pourquoi elle était au chalet, là, où c'est des enfants pendant l'été. Il y a quelqu'un qui veut parler? C'est-tu la nuit du 16 au 17 ou du 17 au 18? Non, c'est la nuit du 16 au 17. C'est un samedi. Merci, Jocelyne. Vive Google! Merci beaucoup. Donc, mais bon, quand M. Roy a eu un malaise en 1971, au mois de mai, Pierrette avait été appelée pour venir à lui parce qu'il était tombé dehors, là, devant, sur le palier de la porte de la caisse. Et ma tante Pierrette raconte que quand il est arrivé, il était encore vivant, il l'a regardé dans les yeux sans parler. Puis il est décédé pas longtemps après. Ensuite, il y avait, je ne sais pas, est-ce que Claude Richard est ici ce soir? Non. Donc, Claude, lui, fait partie, tantôt, quand Maxime racontait qu'il y avait des gens qui avaient trouvé les outils, Claude Richard en est un témoin. Il était là, il dit que lui et d'autres jeunes auraient trouvé un coffre d'outils de, bon, aujourd'hui on dit Télébec, dans le temps, c'était le téléphone du Nord, je crois, au bout de leur terre. Vous savez, parce que dans ce temps-là, la ligne téléphonique était où maintenant se trouve la traîne de Skidoo, hein, parce que le chemin ne passait pas là où il passe maintenant. Là, la 391, c'était plus loin au fond. Donc, Claude Richard, leur maison était sur le chemin Saint-Urbain en allant dans cette direction. Donc, lui, il raconte qu'ils ont trouvé, lui et d'autres jeunes, des outils, le coffre d'outils, parce que les voleurs étaient partis avec le véhicule là, de Télébec. Ensuite, j'ai eu des témoignages des Dulon, parce que là, ce soir, on voulait parler de Viateur, mais je vais en profiter quand même pour vous parler du vol qui a eu lieu le 3e, c'était encore Viateur qui était le gérant, c'était survenu le 4 septembre 1970. Et alors que la caisse avait été relocalisée au sous-sol de l'école, là où se trouve actuellement le vestiaire dans la salle communautaire, puis effectivement, là, c'est tout près du petit stage. Là, et puis, donc, M. Marcel Dulon était là ce matin-là. Marcel Dulon, décédé en 1987, époux de Mme Aline Champagne, qui est décédée, elle, en 2010. Il se trouvait là, lui, M. Dulon, Marcel, à la caisse ce matin-là, quand le bandit est arrivé. Il était armé, et puis cette journée-là, il était parti avec 8 069 $. Mais quand il est rentré, donc, il y était 2 cagoulards armés de revolvers et de carabines tronçonnées. Ils ont rendu visite à la caisse qui était au 1298 en fin d'avant-midi, puis ils ont fait le retrait forcé là, que Maxime racontait. Et selon le témoignage des enfants, là, Jacques,
Gilles et Micheline. Micheline avait à peu près 12 ans à l'époque. Les Cagoulard auraient dit à M. Marcel Dumont, pour ceux qui l'ont connu, Marcel était quand même un homme assez court, puis corpulent, costaud. Hein? Donc, ça a l'air qu'un des voleurs aurait dit toi, le petit gros, grouille pas de là. Et donc, Micheline raconte que son père, en fait, allait retirer de l'argent ce matin-là parce que son fils aîné, Jacques, faisait un retour aux études puis voulait lui donner de l'argent. Il s'en allait étudier à Longueuil comme machiniste. Et Micheline raconte qu'elle se souvient que son père, quand il racontait l'histoire, il dit « J'arrêtais pas de dire à M. Roy, donnez-lui l'argent, là, risquez pas votre vie, il y a un fusil, là, M. Roy. » Donc, ça, c'était un autre petit témoignage qu'on avait récolté. Et puis, il y avait aussi Alice et Jean-Louis. Est-ce que, Alice, tu veux monter sur scène pour raconter le petit peu ou tu veux que je le raconte? Ben, j'ai peur d'oublier des détails, là, mais ce que je me souviens que tu avais partagé quand on s'est rencontrés, là, je dois l'avoir écrit. Là. Attendez un petit peu. On était locataires de Roy au niveau des années 60 à 70. Oui, mais là, on ne vous entendra pas bien, ma tante dit en avant. C'est pas si pire que ça, être sustain. Non, Donc, c'est ça. Donc, vous, dans le fond, ce que vous voulez partager, c'est que vous étiez locataire à une certaine époque de M. Roy. dans la maison de M. Roy, là où il restait, là, que son petit-fils a raconté, nous autres, la cuisine, là, c'est par là qu'il est rentré, c'était la cuisine, puis la porte arrière, puis on communiquait avec l'autre loyer à côté. Puis M. Roy, quand on s'est mariés, il nous faisait bien des faces, tu sais. Il disait, vous êtes des jeunes amis, ça me rappelle des souvenirs. Il disait, il était bien taquin, tu sais. Il avait dit à Jean-Louis, quand ça sera le bon temps, frappe avec ton balai dans le plafond, puis ça va me donner des idées. on riait beaucoup avec lui, tu sais. Puis je me rappelle que le soir du vol, là, nous autres, on était allés veiller chez Tilou en arrière. Puis je pense que les bandits ont entendu contact. La maison de Tilou était juste en arrière de celle de M. Roy. Puis ils ont entendu contact avant de faire le voile parce qu'on était partis de ça vers 2 heures, peut-être, je pense. OK. C'est ça, je me rappelle. Fait que ça, c'est impressionnant quand même de se dire, oups, on était là, puis c'est quand on est parti que c'est arrivé, c'est un peu spécial. Je pense qu'il nous avait demandé de déménager pour ouvrir la caisse en 63. Là, hein? Vous avez dit tantôt qu'elle avait été ouverte en 63. Ça, je ne me souvenais pas de la date exacte. Ben, ce que j'avais compris, moi, c'est que les premiers temps, c'était juste un petit local qui était dans la partie où, quand c'est arrivé avec Richard, où c'était la maison, mais il y avait un petit local en avant, puis là, il vous a demandé de quitter le logement qui était ensuite, qui est devenu ensuite toute la caisse, là, qui était adjacent à la maison. Il vous avait demandé de quitter en disant on va avoir besoin là, pour la caisse, hein, c'est ça? Parce que vous habitiez dans le fond au 797. Oui, c'est 801 du côté de la maison de M. Roy, puis 797 du côté où par la suite ça a été la caisse. Mais si j'ai bien compris, au début, il y avait un petit local en avant seulement. Bien, c'est à côté, où j'habitais pas rester, je pense que la caisse était là. Mais je pense qu'elle a été dans la chambre en avant, là, oui, ça. de M. Roy. Oui. Ouais. Ça, hein, c'est vrai? Oui, c'était notre chambre de lavage. Oui. Ouais. Merci beaucoup, Attends, merci. OK. On a entendu, quand M. Roy est décédé, là, les gens disaient qu'il était supposé de passer en cours. Lui, il pensait que il ne serait pas obligé jamais de passer en cours. Je ne sais pas si c'était un des rumeurs, mais il disait que ça l'énervait bien parce qu'il était pour passer en cours ce jour-là, quand il est mort. Je ne sais pas si vous autres, vous avez eu de ces nouvelles-là. Non? Ça me dit quelque chose. Merci beaucoup.
c'est si vous avez des questions que vous aimeriez poser, la façon qu'on va procéder, juste pour qu'on maintienne l'ordre, puis que tout le monde entende les questions de tout le monde, puis les réponses de tout le monde, je vais vous demander si vous avez une question à poser de... Bon, ça y est. Bon, c'est juste. Excusez, Marie. Donc, je vais vous demander de vous avancer ici. Je vais vous passer le micro pour que vous puissiez poser la question à la personne à qui vous voulez poser. Si cette personne veut répondre à la question, je vais me rapprocher pour lui donner le micro. Puis, comme ça, un à la fois. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question qui me titille par rapport à tout ce qu'on a entendu ce soir? Est-ce que j'ai entendu qu'il y avait des questions? Non? Il n'y a pas de questions? Non? Est-ce que c'est comme ça qu'on va clore la soirée? Ah, Lise? OK, avancez-vous, Lise. Exact. Est-ce que tout le monde a... Est-ce que tout le monde a compris le commentaire? Oui? OK. Je veux juste répondre, Lise. En fait, moi, j'ai fait quand on a fait des recherches avec cet événement-là, en essayant de savoir de quoi on parlerait là, pour le jeudi, quand on a fait la recherche pour ce soir, on a constaté ça que, bon, dans les journaux de l'époque, on a parlé que c'était Jacques Ringuette, le caporal, qui faisait l'enquête sur le vol, mais qu'effectivement, il n'y avait jamais eu tellement de conclusions. Et le nom Bédard est nommé par la famille, mais il n'a jamais été nommé dans les écrits historiques. Dans les documents écrits, on n'avait pas de nom. Donc, moi, en vertu de la loi sur les renseignements, j'ai demandé à la Sûreté du Québec de nous donner tous les renseignements qui étaient publics, parce que les renseignements personnels, ça, seuls les gens qui sont concernés auraient pu le faire. Et donc, j'ai demandé les renseignements publics, parce que si les journalistes à l'époque ont été capables de raconter des choses dans les journaux à propos de l'enquête, du fait qu'ils cherchaient une voiture Chrysler, du fait qu'ils pensaient que c'était le même gars qui avait fait le vol, qui travaillait à l'Hydro, qui avait fait un vol similaire ailleurs. Bon, tous ces renseignements-là, c'est les policiers qui les donnaient aux journalistes. Donc, mais je me suis dit, peut-être que les journalistes n'ont juste pas fait de suivi, ont passé un autre dossier, ils ne se sont jamais enquéris de savoir comment c'était conclu finalement. Donc, je m'attendais à ce que, au moins, la Sûreté m'envoie tout ce qu'on sait déjà, qui était dans les journaux. Mais non. Ils m'ont répondu que les archives existent à la Sûreté du Québec seulement depuis 1983 et que donc, il n'y avait rien. Donc là, la prochaine étape, parce que moi, je ne me tentais pas de lâcher ce morceau-là, parce que je me suis dit, bon, on dit qu'il est mort, on ne sait pas vraiment, on n'a pas de preuves, il n'y a rien factuel qui peut déterminer qu'il est vraiment mort. Il n'y a jamais de coroner qui s'est prononcé publiquement. Donc, puisque s'il y a eu mort d'homme, ou s'il y a eu aspect de mort d'homme, ça veut dire que c'est rendu au niveau fédéral. C'est la loi criminelle. Fait que ma prochaine étape, ça va être de demander à la justice fédérale de fournir des informations en vertu de la loi sur l'accès. On va voir ce que ça va donner. C'est bizarre parce que quand tu vois, tout avait resté sous plus ou moins sous silence. En tout cas, moi, j'ai rencontré, là, mais je n'en avais pas encore. Moi, est-ce que je me suis... J'aimerais ça que tu viennes en avant, Nathan, parce que j'aimerais que tu viennes au micro parce que la personne qui filme, Lise, c'est parce que la personne qui filme, elle ne peut pas t'entendre. Justement, elle n'entend pas bien. Elle non plus, elle n'entend pas bien. Celle qui filme. Vas-y, Marc. Lise Barrette, ça donne, c'est ma tante. Oui, c'est ça. Moi j'ai été dans le magasin général, là, à Réunion, puis à chaque fois qu'il y avait un roi là, il répétait toujours la même phrase, mais ça disait ce que ça disait, genre je
veut pas faire peur à personne, mais il disait, je voudrais que le monde, les gars, là, qui sachent bien que ma carabine, la nuit, est plus proche que ma femme de moi. Les autres, on trouvait tout ça drôle, là. Mais moi, je peux avoir été vendue, mais elle ne m'en a pas tenté avec sa cause. Bref, je ne suis pas invendue. Mais c'est ça, les rois portaient le nom. D'abord, la maison était magnifique. Puis on faisait des anges, nous autres, quand arrivait la fête de quoi? Ouais, c'est ça. Fait que mon frère Richard, il a dit une bêtise là-dessus. Parce que moi, j'étais plus vieille que les autres petits anges qui avaient sur la galerie de la belle maison à monsieur. De la belle maison à monsieur. Ouais, il y avait une belle galerie, puis c'était là que se passaient les anges. Et puis, les anges, c'était nos petites sœurs. Avec des petites ailes, puis tout ça. Nous autres, les plus vieux, on était juste de même, les plus vieilles. Mon frère Richard, il a dit, ben ouais, il doit avoir dit, on va trouver d'elle pour élever ça, ces grosses-là, hein? Bien, c'est mais c'est ça, Monsieur Roy, c'était toujours sa phrase. Mais moi, je trouve, je veux que Jocelyne et ceux qui ont pris la relève, il fallait être brave en maudit quand il y en a 4 au job. Ça, c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de débouché en continuant sur le bord. On n'est pas entre deux villages ni deux villes. Fait qu'ils coupent un fil et puis la police n'est pas capable de rien faire. La sœur est une entreprise pour qu'elle vienne aider. En tout cas, fait qu'on a bien entendu parler des traces que ça a faites dans la gravelle. Mais je trouve qu'on n'a pas eu une nouvelle. Puis un jour, on a eu la fête de Guérin, on a eu une fête de Réunie, tu sais, le tel anniversaire. Puis j'étais avec mon ex-mari, Armand La Jeunesse, puis on venait d'arriver, Armand me dit, faut que tu vas descendre le char. Je dis, quoi? Il dit, je viens de rencontrer M. Roy, puis il dit, il est blanc comme un drap, puis il dit qu'il y a un bonhomme qui est arrivé aux côtés de lui, puis il a dit, t'as tué mon gars, mon calice, tu ne l'apporteras pas au paradis. Fait que là, M. Roy, je sais quand même, il a dit, je ne sais pas comment m'en aller, il faut m'en aller ici, puis il y avait un rapport du monsieur. Parce que c'est quand ça, il n'y a pas comment paradis, si tu vis là, il y a quelque chose. Fait que, tout ça pour dire que M. Roy, on a parti à bébé 3 jours. Moi, j'ai ramené l'autre char, puis on a ramené M. Roy chez lui. Mais c'est ça, comme on disait tantôt, il y a des problèmes à mener avec aussi, qui va peur de tomber dessus. Fait que, ça fait partie de mes souvenirs. Merci c'était une magnifique maison. D'ailleurs, il y avait 2 belles maisons dans la ville, celle des gars dans le coin. C'est là qu'on faisait les anges, tout bien chez M. Roy. La maison a beaucoup détérioré depuis. Oui. Jocelyne, est-ce que tu voulais répliquer aux commentaires de Lise? Est-ce que, par rapport à toi, comment tu t'es sentie comme gérante? Que tu as travaillé à la caisse? Oui. T'étais seule quand même souvent? Non? OK. Il y en avait eu en 90. Il faudrait venir au micro si tu viens, si tu parles. Est-ce que tout le monde a compris? Donc, ce que Rachel, Marie, tu as capté ça, oui? OK. Et il y avait Madame Denise Aumont. Est-ce qu'elle est ici ce soir, Denise? Non? Ah, parce qu'elle m'avait dit qu'elle viendrait. Denise Aumont, elle aussi, est-ce que je me trompe de nom? Pardon? Madeleine, merci. Merci, Blanche. Madeleine Aumont. Est-ce qu'elle est là? Non? Elle a été caissière aussi, ou même, non, elle a été gérante. Je l'ai dans les documents, oui. Elle a été gérante et puis elle me demandait si c'était gratuit, puis elle était supposée venir. J'ai dit, êtes-vous la Madeleine Aumont qui a été gérante? Parce que là, je venais de faire la recherche, je m'en souvenais. Elle dit oui, elle devait venir, peut-être qu'elle a eu un contretemps. Donc,
moi, par respect, avant qu'on ferme la soirée, avant qu'on clôture, j'aimerais par respect pour les auteurs qui nous ont alimentés, mis à part les témoins là, directs qui ont parlé de leur vécu, je voudrais juste citer les sources historiques qu'on a utilisées ce soir pour honorer que quand même on n'est pas parti de rien. Il y a des auteurs à Rimini. Non, mais moi, j'en ai juste besoin parce que je ne veux pas oublier personne, puis je l'ai décrit ici. Donc, dans les sources qu'on a consultées, les plus importantes, c'était donc René Daou et Micheline Dufresne, pour ceux qui ont été là au 75e anniversaire. En 2010, il avait fait une monographie, un ouvrage qui a été publié dans le cadre du 75e, qui s'appelait Notes historiques. Et c'est dans cet ouvrage que M. Daou et Micheline Dufresne ont vraiment récolté tous les articles de journaux de la frontière qui parlaient des vols à Rimini, et notamment le deuxième en 1969. Il y a aussi l'ouvrage de Michel Dallaire, dans son ouvrage intitulé « Village de Rimini ». Donc ça, c'est un ouvrage aussi qui a été publié dans le cadre du 75e. Et là-dedans, on a toutes les familles avec les maisons. Donc chaque adresse de Rimini, elle avait listé tous les gens qui ont vécu à cette adresse. Donc comme ça, on a pu repérer beaucoup de membres de votre famille, donc les noms aussi. Et donc ça nous a aidé aussi dans la recherche. Ensuite, il y a un livre qui avait été écrit par la Corporation des Fêtes de Rimini lors du 50e anniversaire. Donc là-dedans, on a trouvé des informations en lien avec les actionnaires de la Caisse, combien que la Caisse de Rimini avait d'argent au départ, combien elle en avait 10 ans plus tard. Toutes ces statistiques-là que Maxime vous a parlé tantôt, on avait pris cette information dans cet ouvrage. Il y a aussi la banque de données du site web de généalogie d'Abitibi-Témiscamingue pour les décédés. Ensuite, il y avait une dernière qui était un article de journal de Mme Tania Tania Neveu, quand la Caisse de Rimini a fermé. La Caisse de Rimini n'existe plus, il n'y a plus de caisse à Rimini, donc ça a fermé récemment. Donc c'est ça. On a pigé dans ces notes historiques et dans ces ouvrages, mais les témoignages ce soir de la famille Roy et Richard, tous descendants de Viateur Roy, c'était vraiment précieux, c'était très gentil de venir partager ça. Puis je vous remercie grandement. Puis je vous remercie à vous et tout le monde d'être ici et d'avoir eu cette écoute pour cette histoire quand même spéciale, en espérant qu'on aura d'autres jeudis d'histoire. Est-ce que tout le monde a signé le livre de la Société d'histoire qui est juste derrière? Ça serait vraiment sympathique. Ça fait 75 ans que la Société existe. Et puis, nous, c'est la première fois qu'ils viennent dans notre village pour récolter des récits qui vont faire partie maintenant des archives du Témiscamingue. Donc, profitez-en, s'il vous plaît, pour leur rendre honneur aussi. Merci énormément. Bonne soirée tout le monde.